La République assure la liberté de conscience, elle garantit la liberté de culte sous les réserves de l'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire que la République assure la liberté de conscience? Ça veut dire qu'elle fait en sorte que les conditions nécessaires à l'exercice de cette liberté existent. C'est pas simplement je suis là comme une espèce de déesse antique qui gouverne de son regard souverain la société. Je mets en place les moyens pour chacun de faire en sorte qu'il soit libre dans sa conscience. Ça veut dire je n'admets pas qu'il y ait des actions qui soient menées pour limiter par exemple la liberté de conscience. Empêcher quelqu'un de pratiquer ce qu'il estime juste d'après sa conscience, du moment qu'en plus ça ne trouve pas l'ordre public. Donc assurer, ça veut dire faire en sorte que. Garantir la liberté du culte, là ça veut dire donner les moyens concrets et précis pour que cette liberté s'exerce. Il ne suffit pas de dire vous avez la liberté de culte. Prenons un exemple, ce sur quoi s'appuient quelques communautés musulmanes, et dire il y a quand même une inégalité flagrante. Toutes les églises paroissiales catholiques sont entretenues par les communes, aux frais des contribuables, même s'ils ne vont pas à la messe. En revanche, tous les lieux de culte, protestants, juifs et musulmans, sont entretenus par leurs propres adhérents. Mais pour les musulmans, souvent ils n'ont pas de quoi venir prier dans un local digne, ils ont même de la peine à acheter un terrain ou à louer. Et là, il y a obligation qui est faite aux mairies d'assurer que le culte peut se dérouler concrètement et réellement, soit en prêtant une salle, soit en la louant, soit en vendant un terrain, soit en pratiquant la garantie d'un bail amphithéotique. Ce qui a fait hurler quelques contempteurs d'une laïcité conçue comme l'abstention totale. L'État, ou là ici la commune, ne doit pas simplement regarder d'un œil souverain faites ce que vous voulez, doit donner les conditions pour permettre à un culte de s'exercer, je dirais normalement, dans des conditions d'hygiène, de salubrité, qui vont a priori de soi. Souvent on croit que par exemple, alors c'est vrai pour des témoins de Jéhovah ou pour des cultes protestants évangéliques, une commune n'a pas le droit de, pas du tout. Elle a l'obligation d'héberger, s'il le faut, dans des locaux municipaux, parce que le droit à avoir une vie cultuelle conforme à ce que la Déclaration des droits nous dit est une obligation pour les collectivités locales et l'État. Mais cette liberté d'expression n'est pas sans limite, puisque la loi prévoit que la limite, c'est l'ordre public. C'est-à-dire que je peux aller jusqu'au bout de ma pensée, voire de mes gestes ou de mes actions, à condition d'abord d'accepter que les autres fassent la même chose et que je ne trouble pas l'ordre public. L'ordre public est une notion indéfinie. Nous n'avons pas en droit français de définition de l'ordre public. On a juste un petit membre de phrase dans la loi communale de 1884 qui déclare que le maire est chargé de l'ordre public et la loi dit c'est-à-dire l'hygiène et la salubrité, la sécurité, l'ordre en général. Comprenne qui voudra. Et en réalité, c'est normal, si j'ose dire, on ne peut pas à l'avance savoir ce que va être l'ordre public. C'est une manière de se comporter qui est liée à des traditions, à des manières d'être, qui peut être variable, pas simplement d'une époque à une autre, mais d'un lieu à un autre. Les corridas de taureaux sont interdites dans le nord de la France. Les combats de coqs sont interdits dans le sud de la France. Pourquoi ? Parce que dans chacun de ces deux cas, on n'a jamais fait des combats de coqs dans le Languedoc, on n'a jamais fait des courses de taureaux à Lille. Juste un point d'histoire, c'est sur le fameux article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous le rappelle, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une assemblée, on est en plein mois d'août 89, le 14 juillet, pas loin, et qu'il faut faire une déclaration de droit. Et par rapport à tout ce qui était prévu, notre actuelle déclaration, en 17 articles, est courte d'au moins 10 ou 20 articles qui auraient été rajoutés. On aurait une déclaration beaucoup plus longue. Et donc, il a fallu vite la promulguer. Cet article, il a été voté en 3 petits morceaux.
Et c'est très significatif. Le premier morceau, il a été voté après le discours de Mirabeau et de Rabot-Saint-Étienne, et qui fait un grand discours pour dire maintenant la tolérance, on sait ce que ça veut dire, on n'en veut plus, on veut la liberté. Donc il propose, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Bravo, tout le monde dit bon. Et là, il y a un deuxième personnage qui se lève, qui est un petit curé du Poitou. Et qui dit, oui, mais quand même, une liberté aussi largement dite, quand même, il faut prévoir les cas où il y a trouble à l'ordre public. A priori, ben pourquoi pas. Et donc il fait ajouter, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait déjà eu des décisions de justice royale décidant que la présence d'un protestant dans un lieu était un trouble à l'ordre public. Donc c'était un moyen d'enlever par une main ce qu'on avait donné de l'autre. Et puis un troisième député dont on ne saura jamais le nom, il y en a un qui dit non mais pas l'ordre public, il faut quand même qu'il soit décidé par quelqu'un, décidé par la loi. Et on rajoute. Et donc on a un triptyque qui est cohérent. Vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il a des opinions religieuses, il a le droit, sauf s'il trouble l'ordre public, mais c'est la loi qui décide ce qu'est le trouble à l'ordre public, et pas un petit juge du fin fond de l'Auvergne, d'une organisation catholique. Il me semble qu'il y a un autre aspect de l'ordre public qui est tout à fait intéressant, c'est que une décision d'interdiction en raison d'ordre public doit être réelle et concrète à un moment donné, en fonction d'un véritable trouble. Elle ne peut pas être de portée générale. Et le Conseil d'État l'a bien montré en acceptant l'interdiction du burkini sur une plage corse où on se battait, et en refusant par contre que toute une série de municipalités du sud-est, on ne va pas chercher lesquelles, décident dans les semaines qui suivaient d'interdire le burkini sur toutes les plages pour le cas où il y a un trouble à l'ordre public. Et donc il y a aussi là, sur ce plan-là, un élément qui permet à la justice administrative d'arrêter les velléités effectivement de telles collectivités qui se serviraient de l'idée de trouble public pour effectivement réduire une liberté. Alors, laïcité, neutralité, respecter la neutralité de l'État, c'est mettre en place tous les éléments pour que cette neutralité de l'État existe. C'est-à-dire respecter l'égalité de tous dans la prise de parole ou dans l'affirmation de leurs particularités, c'est respecter le droit de chacun de s'exprimer, etc. La neutralité n'est pas l'abstention. Parce que dans bien des cas, beaucoup vous disent « c'est pas normal que l'État ou les communes s'occupent de ça. Après tout, c'est une affaire privée, la religion. » C'est pas tout à fait vrai. L'expression dans l'espace public devient un acte public, puisque dans la mesure où il ne trouble pas l'ordre public, il est garanti par à la fois la Déclaration des droits de l'homme et la loi de 1905. Donc ici, la neutralité ne veut pas dire abstention de la part de l'État, elle veut dire au contraire donner les moyens que cette possibilité d'expression se réalise. Et sinon, c'est purement fictif. Si vous annoncez une liberté, mais il n'y a aucun moyen de l'exercer, c'est comme si vous n'aviez pas de liberté. Et donc la neutralité veut dire pour l'État avoir une action active pour permettre aux personnes, aux groupes, aux collectifs de s'exprimer. En revanche, la neutralité pour les agents de l'État et pour les agents des collectivités publiques veut dire à ce moment-là l'abstention. La neutralité d'un fonctionnaire, c'est qu'il n'a pas à vous dire s'il croit en Dieu ou pas. Et il ne peut pas le manifester. Le fonctionnaire, il est d'abord happé par la neutralité de l'État, donc il ne doit rien laisser transparaître. L'idée du service public, c'est précisément l'idée du fait qu'on s'abstrait de la société civile. La neutralité pour la collectivité, pour l'État, c'est une sorte d'abstention volontaire qui marque que l'État n'intervient pas. Alors que par ailleurs, il intervient positivement pour permettre l'expression pour le reste des citoyens de leurs opinions. On a un arrêt de la Cour de cassation sur une dame qui travaille au 3e sous-sol à la caisse primaire de sécurité sociale et qui avait mis un foulard. Et on lui dit, mais moi je vois personne, je travaille dans mon bureau, je fais bien mon bureau. On lui dit, non, vous êtes agent public, même si elle est d'ailleurs salariée de droit privé, vous êtes là en charge d'un service public, même si vous ne recevez pas du public, vous devez être neutre. Et elle a été licenciée. Une jeune femme qui est agent communal et qui est aide familiale. Et elle garde chez elle des enfants.
Et elle dit, tout le monde est content, la famille, les enfants, tout le monde est content, mais voilà qu'elle porte le voile. Et elle a perdu son procès. Le juge lui a dit, madame, vous êtes agent communal, même si vous êtes chez vous en train de garder les enfants, vous ne devez pas être couverte avec un voile islamique. Elle a beau dire, mais les parents sont contents, les bébés aussi, ça n'y fait rien, elle a été licenciée. Je voulais évoquer avec vous, en septembre 2022, à Toulouse, il y a un groupe scolaire public qui s'appelait Jean Alphand, qui s'est vu renommer Jules Géraud Saliège, cardinal, donc école publique renommée comme ça, avec une photo du cardinal à l'entrée de l'école, et avec notamment une lettre pastorale où on parle de morale chrétienne. Il, ses droits et devoirs viennent de Dieu, Seigneur, ayez pitié de nous, Notre-Dame, priez pour la France. Il y a Papendiaï qui est venu en grande pompe inaugurer cette histoire avec M. Moudinque, etc. Moi, ça m'a relativement choqué comment ça n'avait pas fait du tout de bruit dans les médias, comment ça avait à peu près scandalisé personne. Et je me disais, mais si ça avait été renommé du nom d'un imam, je pense que par contre on aurait fait la une de BFM. Et donc je me dis quand même que sur ces questions de neutralité, il me semble que de temps en temps, il y a un petit peu de deux poids, deux mesures. Les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes, ce sont des pères et des mères de famille comme les autres, ce sont des hommes comme tout le monde. Un chrétien ne doit pas l'oublier. J'aurais bien voulu que dans les éléments que tu as choisi, toi, de citer sur cette phrase qui est mentionnée sur la plaque de Saliège, que tu cites plutôt cela. Parce que ce qui est cité sur Saliège, c'est pas le fait qu'il soit cardinal. C'est le fait qu'il soit juste parmi les nations, un des 3 seuls prélats du sud de la France qui ait osé protester contre les déportations raciales de l'été 1942. Ce qui gêne sur le port de la plaque, c'est le fait qu'il y ait les armes du Vatican. Alors il peut les avoir en tant que cardinal, ça c'est du jésuitisme. Le fait qu'il y ait les armes du Vatican, ça pose 2 problèmes. Un, c'est la marque d'un État souverain autre que la France. Ça pose quand même un vrai problème juridique. Et 2, il y a quand même forcément des symboles religieux. Le Conseil d'État a déjà répondu à la question à propos de l'érection d'une statue du cardinal Liénard à Lille, alors qu'elle est interdite dans son principe par la loi de 1905 et, je précise, pas dans l'espace public, dans un emplacement public, notion qui a une grosse difficulté de définition juridique. Il a répondu en disant c'est pas le cardinal qui est honoré, c'est l'homme public qui a fait telle ou telle chose. Donc on peut le dire de Saliège. Moi je fais peut-être le distinguo entre ce qui est des artefacts de la République, c'est-à-dire tous nos symboles, l'école, les institutions, de ne pas tout mélanger comme le cas de Saliège. Je pense que ce ne sont pas les bons endroits, même si c'est juste mérite d'être cité, on peut le faire sur la place publique et pas dans des symboles forcément autour de l'école. Prolonger ce que disait Michel en rappelant une chose. Sur le terrain de la science politique, pour analyser les différences entre sociétés, on utilise très souvent la variable de l'État. Quand on essaye de comparer, par exemple, et c'est un exercice qui existe depuis le 19e siècle, le monde américain et le monde français, on dit très souvent que le monde américain, c'est le monde du weak state, de l'État faible, tandis que le monde français, c'est le monde du strong state, l'État fort, qui est séparé de la société, qui est en surplomb de la société et qui, du fait de ce surplomb, propose et souvent impose des normes qui viennent d'en haut et qui configurent les comportements d'en bas. Alors la conséquence de tout cela, c'est que dans un état de strong state, on affirme une singularité juridique des agents de l'État qui très souvent sont astreints à une neutralité d'apparence. Dans mon apparence, je ne dois pas manifester mon caractère privé. Je dois, au contraire, m'identifier totalement à l'État neutre qui dirige la société. Dans un weak state, la frontière entre l'État et la société est beaucoup plus ténue. L'État est là pour accompagner les dynamismes de la société davantage que pour les orienter. Dans ce cadre-là, parce que l'État se différencie moins de la société, le fonctionnaire peut ne pas adopter une neutralité d'apparence, ne vivre que d'une neutralité de finalité, d'une finalité de résultat. Ce qu'on voit chez un fonctionnaire canadien ou chez un fonctionnaire américain, ce n'est pas le voile qu'il porte, c'est si dans son activité, il discrimine
tel ou tel des citoyens qui font appel à lui. Et il y a là deux éléments qui sont tout à fait essentiels pour comprendre la différence des systèmes politiques et donc la singularité du système français. D'un côté, nous sommes attachés à un strong state qui vient d'ailleurs de notre histoire, y compris de l'histoire de l'Ancien Régime, prolongé par une neutralité d'apparence de ses serviteurs. Et puis de l'autre, un weak state qui a du mal à se différencier de la société civile, qui accompagne ces mouvements et qui donc n'exige pas du fonctionnaire les mêmes obligations que celles qui s'imposent dans un État marqué par sa force rectrice. La neutralité de résultat suffit pour évaluer le fonctionnaire du côté américain. Alors ça, c'est un premier élément. Et là, nous partons, vous voyez, du 19e, 20e siècle, mais avec une histoire qui est bien antérieure. Si nous avons en France un strong state, c'est aussi parce que s'édifie à partir du XVIe, XVIIe siècle en France un État fort qui se construit autour de la figure monarchique avec peu à peu une résorption des corps intermédiaires, des aristocraties, des provinces, des communes pour faire émerger un ordre étatique qui d'en haut et au nom de Dieu dirige la société dans son ensemble. Ce qui caractérise notre société à nous, Français, c'est d'être, alors même que nous sommes maintenant des modernes, en situation de mimétisme par rapport à ce qui existait sous l'Ancien Régime monarchiste. C'est tout à fait surprenant et peut-être un peu gênant quand on est attaché à la modernité que de saisir cette continuité à travers l'histoire. Notre État fort, il vient en effet de cet Ancien Régime. Alors ça, c'est un premier élément que je voulais signaler. Le second élément, c'est que les sociétés, et c'est aussi une des grandes thèses de la science politique, peuvent être considérées comme étant en situation de convergence. Ce qui caractérise au fond notre société, c'est que le privé devient de plus en plus public et que le public devient de plus en plus privé. Alors quand on dit que le public devient de plus en plus privé, c'est que s'applique à la société administrative, à la société étatique, s'appliquent des règles, les règles de management public, les règles de rationalisation des choix budgétaires, les règles d'application du management privé à la gestion même des fonctionnaires, des règles qui nous viennent du secteur privé. Au point que le secteur public apparaît très souvent comme une sorte d'appendice des modalités de fonctionnement du secteur privé. C'est le grand reproche qu'on fait à Emmanuel Macron, mais c'est un reproche qu'on aurait pu faire déjà à ses prédécesseurs, quelles que soient d'ailleurs pour beaucoup leurs opinions politiques. Le privé devient public. C'est le deuxième aspect. Cette idée précisément que la frontière est une frontière poreuse aussi dans ce sens-là. Et qu'on voit que ce qui relevait hier du secteur privé est en train d'être phagocyté par les normes venues de l'État. Deux éléments ont été, de ce point de vue, mis en évidence. D'une part, on s'aperçoit qu'à partir surtout des années 1960-1970, l'État intervient de plus en plus pour financer les cultes. Alors, c'est quelque chose de tout à fait paradoxal, presque de contre-intuitif, à un moment où on stigmatise les églises ou les communautés musulmanes. Mais c'est un fait que depuis les années 1960, vous avez eu toute une série de dispositions législatives permettant à l'État, avec le soutien du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, permettant à l'État de financer les cultes dans des proportions qui n'existaient pas auparavant. Nous sommes confrontés là à un saut qualitatif et à un saut quantitatif. Et puis, cette règle de la neutralité dont parlait Michel à l'instant, est une règle qui a tendance à s'étendre bien au-delà du seul cercle des fonctionnaires de l'espace administratif. Et qu'on voit aujourd'hui, c'est un des aspects par exemple de la loi du 24 août 2021, des agents, des salariés de droit privé, mais travaillant dans des entreprises, y compris subcontractantes, des entreprises exerçant une mission de service public, être astreints aux mêmes règles de neutralité que les fonctionnaires du cœur même de l'État. C'est un élément
important ici, qui traduit précisément cette idée que nos sociétés deviennent de plus en plus poreuses, ouvrant la laïcité de ce point de vue à une double configuration. À la fois, et c'est un peu le paradoxe de notre époque, qui remet en cause le beau principe de séparation établi en 1905. À la fois, l'État reconnaît de plus en plus les cultes, l'on voit apparaître des soutiens aux cultes qu'on n'imaginait pas lorsqu'on était Briand ou Jaurès en 1904 ou 1905. Soutien financier, mais également soutien symbolique. On pourrait évoquer tout à l'heure ce discours tout à fait inédit du côté de la République qui vise à attacher le principe républicain, la philosophie des Lumières, à des racines chrétiennes de la France, avec l'intrication de ces deux discours qui, depuis les années 1990-2000, marquent pour beaucoup le discours pourtant républicain, parfois même à gauche, de nos gouvernants. Le privé, le religieux, devient de plus en plus soutenu par l'État laïque. Mais il ne le fait pas sans contrepartie. On le voit bien à travers tout un dispositif législatif. Depuis le début des années 2000, les surveillances s'accentuent. On reconnaît, mais en même temps qu'on reconnaît, on surveille. Ce qui a permis à un certain nombre d'auteurs de parler de notre système, pourtant laïque, comme d'un système néo-concordataire. Le grand juriste de Napoléon, Portalis, disait « Ce que je veux installer, c'est un système de protection surveillée ». Et je trouve que l'époque contemporaine, du fait même de la porosité des frontières entre le privé et le public, nous introduit, toutes choses égales par ailleurs, dans une réplique de ce système de protection surveillée. On protège les cultes et pourtant, parallèlement, on les surveille. Alors, pourquoi cette évolution ? Pourquoi est-ce que, alors même qu'on ne cesse de nous rebattre les oreilles avec la question de la laïcité, cette laïcité se trouve, me semble-t-il, reconfigurée à partir de la porosité des frontières que je viens d'indiquer, débouchant elle-même sur la dualité reconnaissance-surveillance qui me semble caractériser le mouvement législatif contemporain. Il y a 10 inégalités flagrantes. C'est l'égalité en faveur de l'Église catholique. Le nombre de paroisses de l'Ancien Régime représente à peu près, à 10 000 près, le nombre de bâtiments catholiques entretenus par les communes. Chaque année, on refait les toits, on repeint, on refait l'électricité, etc. Parce que c'est un bâtiment communal. C'est pas le cas des temples protestants, c'est pas le cas des synagogues. Ça a été la contrepartie du fait qu'on avait piqué tous les biens de l'Église catholique sur la demande d'un évêque qui s'appelait Monsieur de Talleyrand, qui était chargé de gérer les financements de l'Église catholique et qui a dit « Vous cherchez de l'argent, mais je vais vous dire où il est ». Et il est dans tout ce que possède l'Église catholique, qui n'avait rien à voir quelquefois avec le culte. Il y avait des sociétés commerciales, il y avait des entrepôts, il y avait des tas de choses. C'est ça qui a été raflé, y compris les bâtiments du culte, avec lequel on avait un argument supplémentaire. Mais qui a payé Notre-Dame de Paris ? Cherchez qui l'a bâti, sur quel fonds ça a été fait ? Ben, c'est le peuple qui a fourni, donc ça revient au peuple. Mais cette nationalisation qui a été maintenue par le Concordat de Napoléon permettait d'être compensée par le fait qu'on allait désormais entretenir les bâtiments et le clergé. Désormais, on n'entretient plus le clergé depuis 1905, mais on entretient les bâtiments. Le problème, c'est la loi de 1907 qui, d'entrée, vient en contradiction avec la loi de 1905. À ce moment-là, normalement, la loi prévoyait de rétrocéder à chaque culte leur lieu de culte. Et ce que tu n'as pas, c'est que Pie X a refusé la création des associations cultuelles à qui on allait rétrocéder. Résultat des courses, d'entrée, on revient complètement sur le non-financement des cultes, dont le culte catholique bénéficie depuis 1907 d'être locataire gratuit de bâtiments qui sont publics. Et c'est tout à fait normal que les autres réclament pareil. Alors, je proposerais de remettre en cause la loi de 1907 et de dire qu'est-ce qu'on fait des lieux de culte ? Quel avenir de nos églises, de nos cathédrales ?
et comment gérer à nouveau ce patrimoine. Voilà, alors c'est compliqué évidemment, mais il me semble qu'on pourrait politiquement peser et dire, au lieu de dire bon, on en a donné à certains alors qu'on n'aurait pas dû, et maintenant il faut en donner à tout le monde. Non, on revient sur 1907, on demande au culte catholique s'il veut les églises ou s'il ne les veut pas. S'il ne les veut pas, il nous les rend et on en fait ce qu'on veut en tant qu'État. S'il les veut, on les lui loue, on les lui prête en lui donnant la préhension et mieux, on en fait des lieux polycultuels. On a aujourd'hui sur le territoire français des tas d'églises et de chapelles qui sont vides et qui servent à rien. Et donc s'il y a des gens qui n'ont pas de lieu de culte, on leur dit on vous propose ces chapelles. Bon voilà, je suggère que l'on lance ce débat sur le remettre en cause la loi de 1907. Alors pour que ce soit bien compréhensible par tout le monde, en 1905, donc la loi prévoyait que si au bout d'un an les associations cultuelles ne prenaient pas en charge leur établissement cultuel, ces lieux, donc les églises, etc., devenaient des lieux philanthropiques, culturels. Le problème, c'est que comme le pape refuse les associations cultuelles, l'État se trouve dans l'alternative où tu fermes 40 000 églises à peu près, ce qui à l'époque était vraisemblable, où tu trouves une solution et Briand trouve une astuce. Il oblige l'Église, malgré elle, à respecter la légalité. C'est-à-dire qu'il y a bien séparation, simplement les établissements cultuels, et exclusivement les établissements cultuels, sont mis à disposition sans titre juridique, gratuitement et sans titre juridique, à ceux qui les utilisent. Et après c'est complété par la loi en 1908. Mais quand en 1924, Briand signe avec le pape le fait que les associations diocésaines ont la même valeur que les associations cultuelles, c'est là que le problème aurait dû être résolu. La question des associations cultuelles en 1923-24, c'est très intéressant à étudier parce que le problème n'était pas la dévolution des lieux de culte. Le problème, c'était l'autorité de l'évêque dans les associations cultuelles. Et c'est réglé par un échange de lettres, pas du tout par un traité. Et c'est seulement, je crois, dans les années 2000 qu'une note du Quai d'Orsay a dit « on considère cet échange de lettres comme un traité international ». Sans d'ailleurs que le Vatican dise un mot dessus. Je voudrais simplement intervenir sur la proposition. Parce que, évidemment, c'est une proposition qui a toutes les apparences de la logique. Très souvent, l'État finance, mais à condition, en effet, d'avoir la possibilité d'un contrôle. Le problème, c'est que ça ne se passe pas de cette manière-là et que la relation est tout de même très asymétrique avec le fait que l'État finance, mais que de surcroît, il laisse aux curés de paroisse la possibilité d'avoir un pouvoir de police à l'intérieur même du lieu de culte. Alors, la chose est d'autant plus surprenante que l'on s'aperçoit que du fait de la crise du catholicisme, je vous rappelle qu'en 1950, c'est le moment des premiers sondages, en 1950, 94% des Français se disent catholiques. Ils sont dans une enquête de 2018, aujourd'hui, seulement 34% à se dire catholiques. Et ceux qui tiennent la corde, ce sont les 100 religions qui représentent 58% de la population globale. Et donc nous avons aujourd'hui, dans la société française, un niveau de déclaration au catholicisme accompagné d'un niveau de pratique religieuse extrêmement bas, qui ne conduit pas pourtant l'État à remettre en cause les privilèges, appelons-les comme cela, qui sont réservés au culte hier dominant. Alors on peut comprendre pourquoi Briand, dans ces années-là, flatte l'Église catholique. Il y a deux raisons essentielles. La première raison, c'est que, comme le disait Jules Ferry, je n'oublierai jamais que je suis l'élu d'un peuple qui aime ses processions et ses reposoirs. On a affaire, dans le catholicisme de la Troisième République, à des régions qui sont des régions de parfaite chrétienté, où l'on respecte en tout le pouvoir du recteur, c'est comme ça qu'on l'appelle
en Bretagne en particulier, mais il y a beaucoup d'autres régions où on développe ce qu'on appelle une foi marginaliste. C'est-à-dire, moi, je n'écoute pas le prêtre quand il me dit de voter pour des candidats conservateurs. C'est le cas ici, par exemple. On n'écoute pas le prêtre quand il nous dit comment voter. Il n'a pas le droit, mais je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, si vous le souhaitez, de lettres épiscopales qui ne sont pas tristes en la matière et qui n'empêchent pas cependant ces croyants du 7e jour d'aller à la messe, de faire baptiser leurs enfants. À l'époque, le niveau de baptême dans les années 1950 est encore de 92% des petits Français, 92% des petits Français qui se font baptiser dans les 2 mois suivant leur naissance. Vous vous rendez compte la force de l'Église catholique. Et on comprend évidemment pourquoi Briand ne veut pas jouer avec cette France-là. Je donne à l'Église, les catholiques auront leur messe, mais d'une certaine manière, j'ai gagné la séparation. Et puis le second élément, c'est qu'il est lié au sein du Parlement par une alliance qui ne va pas se dire dans le vote terminal, mais qui se dit dans les votes successifs, les votes partiels, à mesure que se déroule la discussion sur la loi de 1905. Briand passe une alliance implicite avec le centre droit, et en particulier avec un juriste de très haut niveau qui s'appelle Alexandre Ribot, qui est contre le pape, favorable en effet à une transaction avec la République, à condition que la République soit libérale. Et voilà 2 éléments qui permettent d'expliquer pourquoi, comme le disait Pierre à l'instant, en fait, Briand veut obliger l'Église à rester dans la légalité de 1905. Toute la question, c'est de savoir maintenant pourquoi, alors même que l'Église est à ce point affaiblie, on maintient des règles d'un autre temps. Et c'est là, je crois, qu'il faut prendre en compte la sociologie des sensibilités, qui a profondément évolué au cours de ces dernières années. Avez-vous remarqué qu'à chaque élection présidentielle, les candidats à l'élection visitent les hauts lieux de la chrétienté? Comment expliquer cela dans un État laïque? Il faut le relier, je crois, à une transformation du rapport aux faits religieux. Le fait religieux n'est plus aujourd'hui, sauf pour une partie de la population, un fait de croyance. On s'aperçoit que les croyances catholiques, dans leur dogmatique, ne font plus recette. Ce qui fait recette, en revanche, c'est la patrimonialité religieuse. Cette idée que dans un univers à ce point archipélisé, à ce point individualisé, marqué au fond par la dilution des repères culturels et organisationnels traditionnels, le patrimoine est encore un point d'ancrage. De sorte que personne dans les programmes présidentiels ne va jusqu'à cette extrémité. J'ai fait une étude lors des dernières élections de 2022 sur les programmes des candidats à la présidentielle. En gros, si vous voulez, vous avez 4 familles. À l'extrême droite, vous avez la laïcité d'assimilation. Vous avez ensuite, au centre droit, Madame Pécresse, Monsieur Macron, la laïcité d'intégration. Du côté des écologistes, vous avez ce qu'on pourrait appeler une laïcité de reconnaissance. On aide les cultes, mais pas seulement le culte catholique, tous les cultes. Et puis vous avez, à la France insoumise, représentée par M. Mélenchon, une laïcité de séparation. Le discours de M. Mélenchon allait dans ce sens-là, au point d'ailleurs de remettre en cause les statuts des laïcités périphériques. Alors, vous avez là, vous le voyez, des programmes qui sont différents, mais qui jamais, ni les uns ni les autres, ne remettre en cause le protocole de 1905-1907 dont vous parliez, probablement en effet parce qu'ils sentent que sur ce terrain de la patrimonialité, les choses ont profondément évolué et que ce religieux patrimonial, ce religieux mémoriel fait partie aujourd'hui d'une sensibilité collective assez largement distribuée, répartie, partagée dans la population. On a posé la question récemment aux Français. Dans un sondage qui portait tout de même sur 2000 personnes, considérez-vous que la France a des racines chrétiennes ? 82% de la population répondait oui.
Et vous voyez, c'est pour moi, si vous voulez, un moyen de répondre sociologiquement à la question juridique que vous posiez. Mais par rapport à la question de Guy, comme c'est un problème patrimonial, ce qui ne va pas manquer de se poser rapidement, c'est le coût. Parce que le nombre d'églises aujourd'hui dont les communes rurales n'ont pas les moyens d'assurer l'entretien deviendra une vraie question. Et on ne pourra pas multiplier à l'infini les lotos. On a affaire aujourd'hui à des lieux qui sont sacralisés. Et s'il fallait les rendre à un usage, il faudrait les désaffecter, ce qui suppose une cérémonie ad hoc. Ça, c'est un premier point qui peut se faire. Le problème, et on rejoint aussi là la sociologie du catholicisme, c'est que vous avez aujourd'hui un catholicisme qui n'est plus celui des années 60-70. Et dont les forces dominantes sont des forces dominantes qui estiment qu'il faut garder sacrés ces lieux qui ont été sacralisés. Et on l'a bien vu récemment encore à Metz, il y a eu dans une église qui avait été désaffectée depuis le XIXe siècle un concert séculier qui était prévu. Les catholiques les plus traditionnels se sont réunis et ont empêché que la cérémonie laïque, que cette manifestation chorale puisse avoir lieu parce qu'on était dans un lieu sacralisé. Alors, ça n'est pas simplement, si vous voulez, même s'il avait été désaffecté, vous voyez, comme si précisément le fait d'avoir à un moment donné été sacralisé empêchait que ce lieu puisse, même par un rituel épiscopal, être désaffecté. Une force, une puissance du sacré qui s'attache au lieu. Et alors, on pourrait dire, c'est complètement fou cette histoire. Sauf que ça reflète, au-delà de Metz, une évolution très importante du catholicisme. À la base, vous avez de plus en plus de catholiques traditionnels qui estiment qu'avec le sacré, on ne joue pas. Donc, c'est ça qui est intéressant. La notion de sacré doit être inventée. Est-ce que le sacré, qui détermine le sacré, est-ce que c'est eux qui le déterminent? Est-ce que nous, on ne peut pas avoir notre sacré aussi, etc. Le sacré, il est fondamental aussi. Alors c'est là qu'on retrouve deux choses. À la fois la conflictualité dans une société démocratique. Nous sommes confrontés à d'irréductibles pluralisme, et en particulier sur des questions chaudes, fondamentales, comme la question du sacré. Et nous sommes confrontés également à des mobilisations qu'il faut prendre en compte quand on étudie des questions de laïcité. Tout le monde n'a pas la même puissance de mobilisation. Et donc actuellement, dans l'Église catholique, ceux qui ont la puissance de mobilisation sont souvent ceux qui ont manifesté contre le mariage fortuit en faveur de la resacralisation. Le sacré, par définition, ne découle pas d'une raison, mais de quelque chose qui nous dépasse. Et donc quelque chose qui peut être ressenti. On peut comprendre que certaines personnes ressentent cet élément, mais on peut aussi comprendre que d'autres n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils le ressentent. Et donc on est là devant une confrontation perpétuelle de ces deux mouvements. Je ne vois pas comment on peut passer cette idée dans une démarche pédagogique, ce que peut-être Guy souhaiterait. Mais moi, je ne crois pas que ce soit possible. Le mot a probablement changé de sens, effectivement, dans notre pays. Et aujourd'hui, le sacré dans notre pays, c'est ce qui est légitime. Ça vient aussi du fait qu'en France, on avait d'abord le couronnement, et ensuite on avait le sacre. Et c'était le sacre qui accordait la légitimité. C'était toute la différence avec les Britanniques. Au Royaume britannique, le roi aujourd'hui, la reine avant le roi aujourd'hui, il est chef de l'église anglicane. Donc c'est tout en un. Je pose une couronne sur la tête et je prends les deux symboliques. Sur le sacré, j'ai la faiblesse de penser que ça n'existe pas. Ça n'est, en fait, je suis exagérément nominaliste, mais c'est toujours le sacré de quelqu'un ou de quelques-uns. Je vous rappelle, amour sacré de la patrie.
moi je fais une distinction entre le sacré et le divin. Je crois que, pour répondre à ce que disait notre ami toulousain, le sacré, c'est ce qui a été consacré. C'est-à-dire qu'il y a le résultat d'une opération, d'une cérémonie qui fait qu'une terre, un homme, un objet peut être consacré, dévolu à. C'est pas pareil que le divin. Le divin s'impose en soi comme une autorité qui ne dépend pas de celui qui la regarde. Le sacré, c'est ce que des hommes ont décidé de consacrer à une activité, un culte, une cérémonie particulière. Ça ne me gêne pas de savoir que nous avons eu un amour sacré de la patrie, parce que nous consacrons la patrie comme ce qui nous est commun, alors que le divin ou le religieux, c'est autre chose. Alors, je vais apporter aussi ma propre définition du sacré, non pas la mienne d'ailleurs, mais celle de Durkheim, qui nous permet de comprendre. Durkheim nous dit, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, le sacré n'a pas de définition en soi. Jamais. Le sacré se définit relationnellement, pas substantiellement, mais relationnellement, par son opposition avec le profane. Il y a des choses qu'on peut toucher, qu'on peut remettre en cause. Il y a des choses qui nous sont, même à nous, esprits rationalistes, totalement intouchables. Alors, cette intouchabilité des choses, elle varie beaucoup, suivant les mobilisations, suivant les époques, suivant les sensibilités des populations auxquelles on est confronté. Vous voyez, j'ai eu l'occasion de travailler sur le problème des abus sexuels dans l'Église, avec Jean-Marc Sauvé, dont vous connaissez peut-être le rapport. Moi, ce qui m'est apparu lorsque j'ai travaillé sur les archives, c'est que deux époques différentes, ce qu'on ne dit pas souvent dans les médias, se sont succédées. Il y a une première époque où l'Église n'intervient pas, laisse faire les mauvais prêtres. Je dis l'Église, mais je dis aussi les maires, M-A-I-R-S, je dis aussi les préfets, je dis aussi les procureurs, je dis aussi les ministres de la République, qui sont saisis d'affaires impliquant des prêtres et qui ne réagissent pas. Mieux, ils font tout pour dissimuler les affaires d'accord avec l'évêque. À partir des années 2000, on entre dans un autre processus que le mouvement MeToo va encore accélérer. À ce moment-là, on dénonce, on signale. Les journalistes interviennent. Les évêques eux-mêmes changent de point de vue. Comment expliquer cela? Alors, la thèse que je voudrais vous proposer, c'est la thèse durkheimienne. Non pas de dire que nous, hommes et femmes, de 2021-22, nous sommes parfaits et qu'en 1950, c'était d'odieux pédophiles, tous. Ce qui a changé, c'est la conception du sacré. Le sacré, dans les années 1950-1960, et on le voit très bien dans les archives, c'est la préservation des institutions. Modernité forte autour de l'école, autour de la raison, autour d'une religion pour ceux qui sont catholiques. Ça, c'est le sacré, parce que ça tient la société. Puis à partir des années 1990-2000, il y a un autre sacré qui apparaît. L'intouchable. Désormais, ce n'est plus l'institution. Au contraire, à la manière de Mao, on tire sur tous les états-majors, sur toutes les institutions aujourd'hui. Mais il y a une chose à laquelle on ne touche pas, qui nous est sacrée, c'est l'enfant. Faites retour même sur votre expérience personnelle et voyez comment, en l'espace de 70 ans, l'enfant n'est plus approché de la même manière par notre propre société. Et on voit bien que le sacré, là, dépend pour beaucoup de la période à laquelle on est confronté. Hier, l'institution, avant-hier, Dieu. Le chevalier de la Barre, il est condamné en 1765 à mort parce qu'il a offensé Dieu. On ne supportera plus ensuite qu'on offense la République, qu'on offense les grandes institutions. Et aujourd'hui, c'est un autre sacré qui est apparu. On ne supporte plus qu'on porte atteinte à la dignité d'un enfant. Et vous voyez que, à mesure que l'histoire évolue, à mesure que les mobilisations prennent forme, se mettent en place de nouveaux sacrés. Et aujourd'hui, en effet, ce qui caractérise la société contemporaine, c'est une sorte de sécularisation du sacré qui se fixe sur des objets ou des lieux ou des personnes qu'on n'aurait pas considérés de la même manière
dans les siècles précédents. Donc voilà comment je répondrai à votre question. Vous dites, moi je ne crois pas au sacré, il n'y a pas de définition. Et je vais dans votre sens en disant, oui, il n'y a pas de définition substantielle, et pourtant, chaque société invente son sacré parce qu'elle a besoin de trouver un point de repère à partir de laquelle elle puisse faire la différence entre ce qui peut évoluer, ce qui est touchable, et ce qui est absolument intouchable et qui nous permet de fonder notre vie collective. Le fait religieux ne fait pas recette, c'est la patrimonialité et la mémorialité qui comptent pour les politiques. On le constate certainement bien souvent. Quand c'est repris par ce que l'on peut qualifier de représentants de l'ancien monde, en fait, ils ne disent pas ça. Ils disent, en fait, on défend une civilisation. Alors ça peut mériter quelques commentaires. Je pense qu'en effet, ce que vous dites est très, très juste, c'est-à-dire que la patrimonialité, la mémorialité, c'est à mettre en lien avec la sécularisation de la société. Mais il reste dans nos sociétés des poches, des enclaves, qui restent attachées à une religion très intégraliste. Et des poches, des enclaves. Mais la société dans son ensemble est marquée en effet par le souci de retrouver du passé qui donne sens au présent. Alors il faudrait avoir le temps de comprendre ce qui nous est arrivé du point de vue des conceptions de l'histoire. Vous vous souvenez, dans les années 1960, on voulait faire un barrage, on ne s'embarrassait pas de principes préalables. On faisait le barrage et on noyait les villages. Et on demandait aux villageois d'aller ailleurs. Pourquoi ? Parce que la vision de l'histoire, c'était une vision futuriste. Ce qui comptait, c'était le progrès. Et nous sommes aujourd'hui marqués par deux phénomènes. Une désillusion face aux possibilités du progrès, avec souvent d'ailleurs un doute énorme pour ce qui concerne le progrès technique, qu'on n'identifie plus du tout au progrès politique ou au progrès moral, et parallèlement un désir de retrouver dans des repères patrimoniaux quelque chose qui puisse d'une certaine manière enraciner notre présent dans du solide. Mais on voit bien que cet enracinement, il ne s'accompagne pas de la volonté de créer une norme objective, de retrouver Dieu, par exemple, dans nos existences. Et ça touche une très grande partie de la population. Mais vous avez aux marges de cette population des groupes sociaux qui, eux, militent en faveur d'un retour de Dieu dans leur propre existence et dans la société dans son ensemble. Et eux rejettent cette patrimonialisation du religieux parce qu'ils considèrent que c'est, au bout du compte, évider le religieux de sa substance sacrale. Eux, ils sont attachés à de la normativité, la norme de Dieu. Les modernes sont souvent attachés simplement à une vague mémoire qui nous permet de mieux vivre dans une société qui doute de l'avenir. Je crois que là, il y a une division qui nous permet peut-être de comprendre la division actuelle de nos sociétés du point de vue de ces populations. Je pense que le religieux a colonisé notre langue et on réduit, hélas, la spiritualité à la religion. Et moi, je pense qu'il faut revendiquer une spiritualité qui ne se réduit pas au religieux. Je revendique une spiritualité. Je crois aux forces de l'esprit. Ça, la spiritualité. C'est pas je crois en Dieu. Est-ce que je peux me permettre de vous demander ce que vous mettez derrière moi, je revendique une spiritualité. Si je peux me permettre. Quand un individu est acculé à la mort, par exemple, à la dégradation, comme beaucoup dans les camps de concentration, beaucoup résistaient parce qu'ils avaient une force spirituelle. Et alors je m'interroge moi sur cette force-là. Et après quand même, je pense qu'un véritable humanisme, il est là aussi. C'est-à-dire que je n'arrive pas à maltraiter quelqu'un en face de moi parce qu'il y a une essence humaine que je ne peux pas nier. C'est une question très difficile parce qu'on est confronté à un concept mou.
spiritualité. Religion, c'est déjà compliqué pour ceux qui font de la sociologie des religions. Je vous assure qu'il y a des articles complets, dont un article s'appelle « La tour de Babel des définitions de la religion ». Les spécialistes du phénomène religieux ont beaucoup de mal à se mettre d'accord sur le religieux, qui pourtant renvoie à des éléments qui sont des éléments qui peuvent être assez bien répertoriés. La spiritualité, c'est un concept qui est beaucoup plus fluide, dont on a du mal à s'emparer. Je dois préciser qu'il y a dans la tradition laïque française, prenons simplement cette tradition-là, tout un courant qui estime que si l'on ne peut plus être religieux, on ne doit pas non plus être matérialiste. Et qu'on peut finalement, qu'on doit même trouver une voie médiane qui nous permettent de mieux affronter les difficultés de notre propre existence. Les choses se mettent en place déjà au moment de la Révolution française. Et probablement même avant, le XVIIIe siècle est déjà un moment où s'affirme ce qu'on pourrait appeler une spiritualité laïque à travers une forme de religion qui ne se reconnaît aucunement dans les religions historiques établies. C'est ce qu'on appelle la religion naturelle, qui affirme la possibilité de la création du monde par Dieu, mais un Dieu qui, en nous créant, nous a donné une telle dignité que nous pouvons être les souverains de nos propres existences. Et on voit qu'il y a dans cette religion naturelle l'idée que à la fois nous avons été créés par Dieu et que nous avons une dignité, et que par ailleurs, bien que créés par Dieu, nous sommes souverains. Et puis, évidemment, s'ajoute à ce point un autre élément tout à fait fondamental qu'on trouve en effet chez Rousseau, qui est l'immortalité de l'âme. Alors, sous l'expression immortalité de l'âme, il ne faut peut-être pas considérer que nous allons nous fixer dans un paradis éternel. Ça veut dire finalement que nous ne sommes pas simplement des corps, et que nous sommes également dépositaire d'un esprit qui ne se réduit pas à n'être que matière. Cette question-là va être réabordée en 1794 par Robespierre, qui s'affole de voir un athéisme complet se mettre en place en 1793-1794 et qui va rétablir précisément, à travers même une loi du début 1794, le principe de l'immortalité de l'âme et de cette idée que désormais le peuple français croit en Dieu. Ensuite, vous avez un deuxième moment qui est un moment très important qui va se développer dans les années 1830-1840. Au milieu du XIXe siècle, s'affirme une pensée qui rejette le matérialisme, mais qui rejette aussi le phénomène religieux, en tant que le phénomène religieux se caractérise par des croyances qui sont tout à la fois institutionnalisées et normatives. Vous voyez, ce qui caractérise le religieux, c'est l'institutionnalité. J'entre dans une église et à l'intérieur de cette église, je me soumets à la normativité que son magistère énonce. La spiritualité, c'est un rapport libre avec Dieu, mais qui me grandit dans mon existence terrestre. C'est ce que disent ces auteurs qui, souvent d'ailleurs, voisinent avec le socialisme utopique ou avec le républicanisme spiritualiste. Lamennais, par exemple, dans sa troisième phase, va tout à fait dans ce sens. Et là, nous sommes dans les années 1840-1850. Donc ça, c'est un deuxième moment. Et l'on va voir, sous la Troisième République, des auteurs aussi inattendus que Émile Combes déclarer dans ses mémoires « Je suis un spiritualiste et je l'ai toujours été ». Paradoxe d'Émile Combes qui, tout à la fois, se montre anticlérical et avec une grande force, et qui, parallèlement, estime que l'homme n'est pas simplement pure matière, comme l'enseigne un marxisme qui commence à se développer à partir des années 1890 en France. L'homme n'est pas pure matière, il est d'abord un esprit qui est capable, à partir de son esprit, de trouver une dignité au-delà de sa propre matière corporelle, et par l'esprit dont il est dépositaire, de répondre à des idéaux qui ne sont pas simplement des idéaux stratégistes, matérialistes, consuméristes. Dernière phase, si j'ose dire, une phase qui est en train de se développer aujourd'hui,
et qu'on voit par exemple s'affirmer autour d'un philosophe qu'on méconnaît trop, mais qui a pourtant écrit des choses très intéressantes autour de Spinoza, en particulier, Comte Sponville, qui anime toute une école autour de lui et qui considère que précisément l'homme passe l'homme et qu'il y a une sorte de dignité, un esprit qui nous interdit de traiter l'homme comme un pur instrument, qui l'amène tout à la fois à défendre l'autonomie du sujet et à refuser que l'homme ne soit qu'un pur esclave des mécanismes productifs qui caractérisent notre société libérale. Donc il y a cette tradition de la spiritualité laïque avec, chez quelqu'un comme Comte Sponville, qui a dialogué d'ailleurs avec un autre auteur qui s'est un peu corrompu dans les médias, qui est Luc Ferry, mais qui a été un bon auteur dans les années 1990 en particulier, où il évoquait la spiritualité de l'homme-dieu. L'homme-dieu, pour lui, dans son dialogue avec Comte Sponville, c'était de dire que l'homme est effectivement au-dessus de toutes les créatures, qu'il n'est pas soumis à une dogmatique qui viendrait l'enfermer, mais qu'il est lui-même d'une dignité qui le fait échapper à l'ensemble des matières, de la matière qui caractérise l'univers. En ajoutant deux éléments que va reprendre Comte Sponville, ce qui caractérise un homme, c'est sa liberté, sa souveraineté, mais c'est aussi la solidarité qu'il peut décliner sous la valeur de l'amour de l'autre. La démarche qui est la vôtre, elle s'inscrit très largement dans toute une éthique républicaine depuis la fin du XVIIIe. La notion de spiritualité, c'est-à-dire de s'élever et de dire mais c'est pas parce qu'on n'a pas de religion qu'on n'a pas de spiritualité, qu'on peut pas penser. Une forme de méditation qui nous élèverait, une forme de conscience, pas supérieure mais plus élevée, qui nous permettrait de nous détacher du matérialisme. Je pense que je rejoins René là-dessus. La spiritualité, c'est pas contraire au principe de laïcité. En renouant avec l'histoire, moi je voudrais rappeler la place comprise des personnalités fortes autour d'Aristide Briand au moment du vote de la loi de 1905. Autour de lui, il n'y a pratiquement que des protestants libéraux qui à l'époque se déchirent avec les protestants orthodoxes. Par exemple, de Pressensé, qui est agnostique, c'est Ferdinand Buisson, protestant mais devenu agnostique, c'est Méjean, qui est le secrétaire d'ailleurs d'Aristide Briand. Et quand on lit les mémoires de Méjean dit qu'il a quasiment été envoyé sur Terre pour faire la loi de 1905. Qu'il y a un souffle quasiment divin pour lui de faire en sorte qu'il apporte une œuvre de pacification. Et Pressensé, et puis bien d'autres, et notamment Ferdinand Buisson, vont dans ce sens-là. Et je pense qu'on a là accès à une véritable spiritualité dégagée de toute croyance qu'on dirait religieuse. Et ce protestantisme libéral, il est vraiment au cœur de la pensée laïque comme étant une possibilité d'échapper à un matérialisme vulgaire sans du tout tomber dans une sorte fétichisme de la croyance au sens le plus banal du terme et de la croyance en un Dieu qui s'imposerait. Dieu n'est jamais que le nom qu'ils ont choisi pour parler d'eux. Le nom qui sert d'intermédiaire pour parler de leurs problèmes, de leurs difficultés, de leurs espoirs, on passe par une phraséologie, on pourrait presque dire, particulière, qui est la désignation d'une personne dont aucun d'entre eux ne peut dire s'il existe vraiment ou pas. Alors, comment analyser cette spiritualité qui court depuis le XVIIIe siècle, en somme ? Est-ce qu'il faut le considérer, ce discours, comme un moment de transition entre, d'un côté, la religion normative et institutionnelle, et puis demain, l'athéisme qui nous attend, ou au contraire, deuxième possibilité, qui est celle à laquelle j'adhérerais plus volontiers, l'idée que le spiritualisme en soi n'est pas du tout une transition, que ça peut être un modèle d'achèvement pour échapper au modèle consumériste, productiviste de la société contemporaine.
Donc on nous dit souvent la laïcité, c'est uniquement un discours bas de gamme qui vise à articuler les existences. Ça peut être les existences des croyants et des non-croyants. Ça peut être autre chose aussi, à travers les principes mêmes qui fondent la laïcité, la liberté, la fraternité, etc., se dit en effet quelque chose qui va au-delà d'un simple mécanisme procédural. Ces valeurs-là, qui sont aussi des principes, nous permettent d'échapper finalement à une existence qui ne serait qu'une existence médiocre de juxtaposition avec autrui. La question du communautarisme. Comme par hasard, ça concerne certains plus que d'autres. Quand on parle de l'amicale des Bretons ou des Aveyronais à Paris, on trouve que c'est plutôt une association de convivialité, que ça pose pas de problème. Si c'est une amicale de Portugais, c'est plus suspect, mais enfin c'est du folklore, donc c'est pas très grave. Si c'est des Maliens ou des Maghrébins, là, des risques de communautarisme très très forts. Donc je pense que cette question de voir comment les solidarités communautaires et le communautarisme se posent, cette question mérite d'être en débat, et je vous laisse volontiers la parole. Je pense qu'on a tort de laisser confondre communauté et communautarisme. La notion de communauté est naturelle. Communauté, ça veut dire avoir quelque chose en commun. C'est naturel, je dirais, il n'y a presque rien à en dire. Je distingue cela du communautarisme, ou plutôt des notions de communautarisme, qui me semblent avoir deux sens différents. Le communautarisme, ça peut être tendance d'une communauté à devenir exclusive, à la fois en se fermant sur elle-même et en refusant en gros que ses membres participent d'autres communautés. Et à partir de là, à couper les ponts, en quelque sorte, avec le reste. C'est pas très sympathique, je ne crois pas que ce soit illégal. Et tout ce qui est secte le fait d'une certaine manière. Les sectes ne sont pas interdites en France. C'est des pratiques sectaires, effectivement, qui le sont. Bon, ça pourrait être ça, le communautarisme. Et puis, c'est une deuxième chose qui existe également depuis la nuit des temps, celle-là. C'est une conception, une idéologie du groupe, effectivement, social, dans lequel on attribue des droits particuliers à telle ou telle communauté. De mon point de vue, cette définition-là est plutôt idéologique, c'est un projet de société dans lequel on donne des droits effectivement différents aux personnes, c'est-à-dire aux personnes au travers de collectivités, c'est-à-dire des lex privata, en quelque sorte des privilèges, si je peux employer un mot de rhétorique qui permet de montrer que j'ai une petite difficulté avec ce principe, hein, bien entendu. Voilà, je pense que si on commence à faire cette distinction-là, on évite à partir de là d'aller embêter la brave communauté qui se réunit pour faire du couscous. La communauté, c'est certainement la forme la plus ancienne de lien social qui est fondée sur des fondements qui peuvent être très différents. Ça peut être un fondement familial, professionnel, religieux, de localisation. Je veux dire, il y a autant de communautés que de points que l'on peut avoir en commun à partager. Donc l'idée de communauté fait partie des modes de regroupement dans les sociétés les plus anciennes jusqu'à aujourd'hui et qui trouvent leur place dans la société et qui donnent leur place à ceux qui appartiennent à la communauté. La question est de savoir quand cette communauté se transforme en communauté fermée ou en communauté détentrice de droits particuliers qu'elle ne peut partager avec personne d'autre. Et là, on est dans le communautarisme. Si on réduit les communautés à être simplement un lieu de protestation et de partage de règles privées, valables uniquement pour ceux qui font partie de la communauté, c'est sûr qu'on sectionne la vie sociale en autant de groupes qu'il y aura de raisons de se réunir en communauté. Pour moi, la question se pose de savoir quelle place on peut donner à des communautés et lesquelles dans notre travail, y compris, j'allais dire, militant ou de partage des valeurs. Il y a des communautés ouvertes à nos questions ou qui sont désireuses de travailler avec nous et qu'il faudrait approcher autrement que d'avoir un réflexe un peu viscéral. Ah ben, comme ils se réunissent entre eux, donc ils ne sont pas ouverts
ils ne sont pas comme nous. C'est faire fi du fait que les groupes humains s'organisent comme ils le peuvent dans des lieux et dans des modes de rapport où ils se sentent plus à l'aise. La communauté, c'est quoi? C'est dans la diversité, je reconnais les mêmes que moi. Et on peut juxtaposer pour chacun plein de communautés. Le communautarisme, c'est les mêmes que moi me suffisent à penser le monde. Je n'ai plus besoin des autres que moi. C'est-à-dire que ceux qui pensent comme moi, ceux qui sont comme moi, ceux qui vivent comme moi, ceux qui fonctionnent comme moi, me suffisent à penser le monde et je n'ai plus besoin d'aller chercher d'autres avis, d'autres opinions, parce que mon groupe me suffit. La première fabrique à communautarisme, c'est ça. C'est les réseaux sociaux dans lesquels on est tous à des degrés divers. Parce que, quel que soit le réseau social, qu'on ait 500 contacts, 3000 contacts, 25 000 contacts, les algorithmes, qu'est-ce qu'ils nous présentent? Ils nous présentent en priorité des publications de personnes vis-à-vis de qui nous avons déjà réagi. C'est-à-dire qui, grosso modo, globalement, pensent déjà comme nous. Pensent plutôt comme nous. Et donc, sans même s'en rendre compte, on va se retrouver enfermé dans un communautarisme. Pourquoi c'est dangereux? Parce que le communautarisme, il n'y a pas d'obligation, mais c'est un passage obligé, il peut mener à la radicalisation. Il n'y a pas de radicalisation sans communautarisme au préalable. Quand on nous a expliqué là, les Beb Lefebvre, il s'est radicalisé tout seul sur son ordinateur en 10 minutes sur Internet, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est pas vrai. On ne se radicalise que dans le cadre d'un communautarisme, quel qu'il soit. Des communautarismes, vous en avez partout. On va me citer, oui, un quartier communautarisé, ça va être le quartier de Bagatelle, ici au Mirail. Oui, la petite ville de Vieille Toulouse, sur les quartiers supérieurs de Toulouse, le quartier hyper chic, c'est du communautarisme. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est choisi, là-haut, sur les coteaux, il y en a un qui est subi. Aujourd'hui, sur les phénomènes de radicalisation, on le voit très bien, celle qui est la plus violente dans les termes, dans les propos, dans les actions, dans les actes, c'est la radicalisation végane. Et pourtant, je ne suis pas convaincu, quand on me parle de radicalisation, je ne suis pas convaincu que ce soit la radicalisation écolo-végane que l'on pense en premier. On a là aussi peut-être des indignations sélectives. Guillaume, complètement d'accord sur les définitions. Juste, tu l'as dit un peu à la fin, et moi je pense que c'est d'abord l'argent. On le sait très bien, il y a des quartiers de Marseille qui ont été privatisés par les familles les plus riches, ils ont même fermé les rues, ils se sont appropriés l'espace public. Tu disais, nos indignations sélectives, ce qui me gêne aujourd'hui souvent, c'est que c'est les gens les plus précaires qui subissent déjà les inégalités, qui sont stigmatisés, et surtout pas ceux qui sont les plus privilégiés, médias ou dans ce qui est dit en général. C'est que ces personnes-là, on leur dit pas que quelque part, eux aussi, ils jouent contre la République dans leur façon de faire et dans leurs loisirs et dans leur façon de vivre. Mes parents étaient des réfugiés de la guerre civile espagnole, donc j'ai vécu, quand j'étais enfant, dans une communauté. C'est la façon la plus simple de ne pas passer de la communauté au communautarisme, c'est d'accepter les gens qui font communauté, de les accepter dans la vie sociale, dans la vie culturelle, dans la vie sportive, etc. Et là, je pense que la Ligue a un rôle important à jouer. Nos associations, nos clubs de l'UCEP, de l'UFOLEP, etc., doivent aller dans les quartiers ou dans les villages pour essayer non pas de les faire échapper de leur communauté, mais de leur dire qu'à côté de leur communauté, il y a des gens avec lesquels ils peuvent faire des choses ensemble. Voilà. Et donc, en faisant ça, on évitera que la communauté, qui est une chose intéressante, qui est protectrice, on évitera que la communauté devienne un communautarisme. Parce que quand on regarde l'histoire, une association se constitue sur des bases confessionnelles pour apporter la parole divine. Et quand elle est confrontée à l'action sociale, rapidement elle prend de la distance. Parce que quand tu es confronté dans la réalité de l'action, le dogme n'est pas la réponse la plus appropriée, la plus simple pour justement résoudre les cas concrets qui sont posés. Et il y a des évolutions. Je prends qu'un exemple, mais qui est quand même assez révélateur. La JOC, elle a été créée dans les années 20 pour refaire nos frères chrétiens. Quand on regarde à travers l'histoire, justement parce qu'ils ont pris l'engagement social, les militants de la JOC ont davantage fait pour la déconfessionnalisation de la CFTC, la création de la CFDT, que d'avoir rentré la classe ouvrière dans le catholicisme. La suspicion a priori de communautarisme, je pense qu'il faut s'en méfier comme de la peste, parce que c'est par le dialogue aussi qu'on fait avancer des choses, être tout à fait rigoureux sur les enfermements communautaires et proposer justement des actions qui permettent d'être confrontés à l'action sociale. Et là, on se rendra compte qu'il y aura des évolutions, etc. Voilà. Philippe ? Les communautés ont mauvaise presse. Elles ont mauvaise presse sous la Révolution française et les Juifs, par exemple, attendront 2 ans après les protestants
pour obtenir une pleine citoyenneté, avec des prises de position très claires qui leur demandent d'abandonner leur statut de petite nation, c'est-à-dire de communauté, pour accepter une citoyenneté générale et abstraite. Un député d'Alsace prend la parole alors, il est contre l'admission des Juifs dans un statut de citoyenneté, et il dit « Mais que voulez-vous que nous fassions d'individus qui veulent devenir citoyens alors qu'ils veulent conserver leurs propres règles, avoir leurs propres notaires et manger leurs propres aliments ?» Il y a donc chez nous, culturellement enraciné dans notre façon d'aborder le vivre ensemble, une sorte d'incompatibilité quasi irréductible, qu'on verra à l'œuvre ensuite, sous la Troisième République, lorsque Combes prendra la parole en disant que nous sommes au 1902 et il prend une circulaire visant à bannir les patois qui font obstacle à, en particulier en Bretagne, à ce qu'il appelle la constitution d'une communauté des citoyens. Là encore, on retrouve le mot d'André Chénier, « Heureux le pays qui n'a qu'un seul État ». Il y a donc là une tradition qui va se trouver réévaluée à partir de 1990. Et le mot communautarisme apparaît dans un livre de Gilles Kepel qui s'intitule « Les banlieues de l'islam, naissance d'une religion ». Il va ensuite, à la faveur de ce qui arrive en 1989 avec les foulards de Creil et la polémique qui s'ensuit, trouver une véritable réception dans l'opinion publique et dans la presse à partir de 1992-1993, avec un usage exponentiel du mot à chaque fois que nous rencontrons des attentats sur le sol français. Une correspondance donc entre l'usage d'un mot et les faits sociaux qui viennent nous percuter. Ce communautarisme, donc, je l'analyserai volontiers comme une sorte de réaction à des situations que la société n'arrive pas à maîtriser. On le voit face aux population qui demeure traditionnaliste dans les années 1790, population qui demeure régionaliste dans les années 1900, population qui se tourne davantage peut-être que nos sociétés sécularisées vers le religieux dans les années 1990-2010. Alors tout le problème, c'est de savoir si cette dévaluation du communautarisme a lieu d'être. On voit bien pourquoi elle apparaît. Elle apparaît sur le fondement d'un enracinement dans une culture nationale de longue durée, et elle apparaît d'autre part lorsque la société rencontre des oppositions et des crises. Est-ce qu'elle correspond à un fait objectif qu'il faudrait, dans nos sociétés contemporaines, dénoncer? Alors là-dessus, moi j'aurais un point de vue qui est un point de vue que j'appellerais libéral, si vous voulez, avec cette idée qu'il faut vérifier si ce communautarisme est véritablement un mécanisme de séparation d'avec la société. Et s'il s'agit d'un mécanisme de séparation avec la société, l'État est-il en droit de vouloir y mettre fin? Alors, mécanisme de séparation. Sur ce terrain-là, il faut multiplier les enquêtes. Est-ce qu'on est certain que des associations un peu particulières, dans le cadre des banlieues, se coupent réellement de la société? Est-ce qu'on a affaire à des associations permanentes, à des moments d'associations communautaristes? Est-ce que la rupture avec la société touche l'ensemble des principes de fonctionnement de notre société ou simplement certains traits de nos sociétés? Ça, c'est une première question. Et puis la deuxième question, est-ce que dans une société libérale, il est si grave d'avoir des communautés qui se réfèrent à des valeurs qui ne sont pas nécessairement celles de la société tout entière, quand ces individus respectent formellement le cadre dans lequel on se situe? Alors je voudrais, de ce point de vue, vous donner deux faits importants. Premier élément, on s'aperçoit que chez les jeunes musulmans,
40% des jeunes musulmans considèrent qu'il faut une législation contre le blasphème. Ils sont 42% chez les jeunes catholiques. Législation contre le blasphème. Lorsque je ne vous aurais donné que le chiffre concernant les musulmans, vous vous seriez dit, mais enfin, ils ne sont pas dans la République. Et j'ajoute immédiatement le même chiffre pour les catholiques et probablement vous avez vacillé en vous disant, mais est-ce qu'on a bien fait de les dénoncer au motif qu'ils veulent prendre en compte dans la législation les sensibilités blessées? Qu'ils veulent donc, par désir de civilité, probablement pour ceux qui croient, remettre en cause la possibilité morale d'une liberté d'expression absolue. Ça touche les musulmans, ça touche aussi d'autres groupes religieux. Faut-il pour autant considérer que tous ces groupes religieux se coupent d'avec la société, sachant que cette rétraction communautaire, ici, s'accompagne très souvent d'une acceptation des règles, des principes dans lesquels vit notre société, sur le fondement desquels il s'organise. Il y a, me semble-t-il, dans le concept de communautarisme, une conception très globale du vivre ensemble de ces gens que nous considérons comme étant communautaristes, sachant qu'ils peuvent être communautaristes à nos yeux, de démos libéraux, sur un certain point, la liberté d'expression, mais que sur d'autres, ils acceptent, au fond, les principes dans lesquels aujourd'hui on vit. Vous voyez que quand on parle de communautarisme, il y a probablement une analyse trop globale de la situation qu'on cherche à qualifier par ce terme. Ça, c'est un premier élément. Et puis le deuxième élément, il est moins sociologique que philosophique. À partir de quel moment je dois, moi, État, intervenir face à des comportements que je juge comme étant communautaires ou communautaristes? Vous avez tout un courant aujourd'hui qui consiste à dire il faut un contrôle a priori, formé, surveillé, intégré dans le cadre républicain que nous avons défini. Il y a une autre façon d'envisager les choses, qui est la façon développée, par exemple, au XIXe siècle, par quelqu'un comme John Stuart Mill, qui a beaucoup travaillé sur le rapport entre majorité et minorité, et qui nous dit, dans son ouvrage sur la liberté, qu'une société libérale ne doit intervenir qu'à posteriori. Lorsque les comportements des minorités, communautaristes, il n'employait pas l'expression, employons-le, portent atteinte à la liberté d'autrui, de manière évidente, qui viendrait en effet remettre en cause, de ce point de vue, les principes d'une démocratie libérale. Et on voit bien que, suivant que j'adopte la première hypothèse ou la seconde, je me situe vis-à-vis du communautarisme ou du dit communautarisme dans une situation très différente. Dans le premier cas, je retrouve l'État recteur qui, d'en haut, vient a priori suspecter les personnes de ne pas être conformes à l'éthos républicain et qui vise précisément à les surveiller et parfois à les contenir. Si j'adopte la deuxième solution, je considère que je n'interviens en tant qu'État qu'à partir du moment où cet homme-là, cette personne particulière, porte atteinte aux droits d'un autre. Une fois que j'ai vérifié que cette atteinte à la liberté d'autrui existait bien, alors j'interviens. Alors, vous voyez que derrière ces questions de communautarisme se posent vraiment des problèmes de fond. Le communautarisme, est-ce que c'est... il faut l'analyser de manière aussi globale que l'indique le concept, ou est-ce qu'il faut prendre les secteurs d'activité les uns après les autres? Je puis être hostile au blasphème de Charlie Hebdo et en même temps tout accepter de la démocratie libérale avec ses règles de contrôle des pouvoirs qui est notre système d'aujourd'hui. Et deuxièmement, à quel moment je mets en place le contrôle de celui qui a un comportement communautaire, avant qu'il le manifeste, ou une fois qu'il a posé des problèmes, et qu'il a causé des dégâts pour la liberté d'autrui.
Vous voyez que ce sont des questions, là, qui, mine de rien, animent sociologiquement et philosophiquement une grande partie du débat qu'on a aujourd'hui. Cette tendance de l'État recteur à intervenir a priori, et je lui pose la question, n'est-elle pas profondément sollicitée par la société qui demande le principe de précaution et qui, par le biais d'associations, par exemple de sécurité routière, demande toute une série de décisions qui grandissent, j'allais dire, d'année effectivement en année. Il y a une telle demande de la société de sécurité d'une certaine manière que l'État a pris l'habitude et que la société a également pris l'habitude à ce qu'on anticipe donc à l'avance toutes les situations. J'avais écrit un article dans la revue Le Débat, la revue de Nora et de Marcel Gauchet, il y a peut-être une quinzaine d'années, où j'essayais de montrer qu'il y avait une sorte aujourd'hui d'inversion des valeurs. Démocratie libérale, la sécurité n'est qu'une condition de la liberté. Si nous formions une petite société, nous tous qui sommes réunis, nous déciderions d'abord, si nous étions marqués par l'éthos traditionnel de la démocratie libérale, de créer une sécurité entre nous, en interdisant aux plus violents d'entre nous d'utiliser leur force brutale dans les rapports à autrui. Parce que cette sécurité, c'est la condition nécessaire de l'accomplissement de notre liberté. Or, à partir en effet des années 1990, dans la plupart des sociétés, cette priorité de la liberté sur la sécurité disparaît, ou en tout cas s'efface. Et l'on voit davantage la sécurité devenir la fin ultime de l'action. Elle n'est plus la condition de notre liberté, mais devient ce qui vient fonder notre vivre ensemble, quitte à supprimer ou à diminuer la liberté qui nous est par ailleurs accordée. Nous sommes, en somme, pris dans une sorte de complexe de la peur. Nos sociétés ont de plus en plus de difficultés à accepter des différences, des ruptures, des individualisations de conditions, et essayent de compenser ce qui leur arrive par une sorte d'accentuation excessive du tropisme de la sécurité, au risque précisément de supprimer la liberté qui les fondait hier encore. Donc vous voyez, cette idée que la sécurité devient la finalité même du pouvoir, et on le voit bien dans les discours qui nous ont assaillis depuis une vingtaine d'années, alors qu'elle n'était hier qu'une condition de ce qui était la véritable finalité du pouvoir, la liberté elle-même. Il y a là une sorte de demande de la classe politique, on le voit bien dans les discours, qui croise d'ailleurs une demande de la société dans son ensemble. Je voudrais juste vous donner une sorte de paradoxe que j'extrais de l'enquête sur les valeurs des Européens de 2018. Quand on interroge les Français, mais ce que je vous dis vaut pour tous les peuples d'Europe de l'Ouest, sur la question de l'ordre. Pour ce qui concerne la liberté privée, liberté sexuelle par exemple, là, quand on est européen, on est très favorable à une liberté privée. Lorsqu'on passe du privé au public, on voit que la population là change de point de vue, en estimant que pour ce qui a trait à l'ordre public, la première des valeurs, ça n'est pas la liberté, c'est d'abord la sécurité. Et vous sentez qu'il y a là une sorte de paradoxe qui rend nos sociétés très difficilement gouvernables. À la fois, nous tous qui sommes là, sommes très attachés à notre propre subjectivité, nous nous voulons souverains de nos propres vies, et en même temps, dès lors que nous franchissons cet espace privé, que nous allons dans l'espace public, nous demandons que les sécurités soient maximales. Avec cette idée que probablement l'ordre public ici percute nos aspirations privées. Ça aussi, c'est un élément très, très complexe, me semble-t-il, de la gestion de nos sociétés aujourd'hui. Ce déchirement entre d'un côté l'aspiration à une liberté totale au plan privé, où
tendanciellement totale, puis d'autre part la volonté d'une restriction des libertés au nom de la sécurité au plan public. La sécularisation a progressé à grands pas à partir de la fin des années 60. Il n'était pas nécessaire pour affirmer sa croyance, de l'exprimer publiquement avec force et vigueur. Et notre pays s'était assez bien acclimaté à ça. La fréquentation des églises, etc., que ce soit en diminution, ça ne nous gênait pas beaucoup. Or, depuis maintenant quelques années, il y a au contraire une résurgence très forte de ces revendications identitaires dans l'espace public. Et là, ça nous interpelle très directement. En tant qu'association organisant différentes activités, on est souvent directement concerné. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, j'aime beaucoup une formule de Gandhi qui dit qu'on n'est pas obligé d'approuver ce qu'on doit tolérer. Dans ces revendications, il y a des choses qui nous sont souvent insupportables et qu'on doit assumer parce que c'est légalement possible. On n'est pas obligé de les approuver, donc on peut les combattre. Ça suppose de trouver des accommodements pour que les principes soient respectés. Or, aujourd'hui, il y a quand même un grand débat dans ce pays autour de ces accommodements. Est-ce que vouloir traiter des revendications de façon raisonnablement accommodante, c'est une trahison à la laïcité, ou est-ce que c'est justement de pouvoir être plus efficace pour faire accepter la laïcité? De toute façon, je crois que même dans la période la plus laïque de notre société, il y a eu des accommodements. L'acceptation par la République d'attendre jusqu'en 1924 que le Vatican accepte une organisation qui est hors norme, des associations qui portent sur plusieurs paroisses avec un président qui n'est pas élu, puisque c'est l'évêque. C'est quand même hors norme pour la France. C'est pas très démocratique. Qui rappelle qu'en effet, la structure fondamentale de l'Église catholique n'est pas démocratique. Donc, c'est pas nouveau finalement les accommodements. Et on voit tous les jours, sous des traits plus ou moins différents, ces accommodements se réaliser. La rapporteuse du Conseil d'État sur l'affaire des crèches, de distinguer, si je veux dire, des vraies crèches et puis ce qui n'est pas tout à fait des crèches, qui est de la festivité à la période de fin d'année, et donc de dire que ce que la loi a pu interdire, c'est les vraies crèches. Alors là, vraiment, Cateau de chez Cateau, mais que les aménagements visuels, artistiques de fin d'année ne tombent pas sous le coup de la loi, était un exemple d'accommodement raisonnable. Le Conseil d'État accepte certains de ces accommodements. Il y a eu, au mois de juillet 2013, 5 arrêts au Conseil d'État le même jour. L'aide à la construction d'un ascenseur à l'église de Fourvière à Lyon, qui est justifiée au motif qu'il y a beaucoup de touristes et qu'il n'y a pas que les mémés qui viennent à la messe, et que donc l'ascenseur il va servir à promener les touristes à la cathédrale. Bon, moi je veux bien, mais je ne suis pas allé décompter le nombre des mémés qui vont à la messe, mais ça bénéficie quand même d'abord à ceux qui vont aux offices. Et deuxièmement, une mairie qui décide d'installer un orgue, une classe d'orgue dans la paroisse, dans l'église paroissiale, au motif qu'il n'y a pas de monument communal assez grand pour entretenir un orgue, et qui dit mais nous avons créé dans l'école de musique une classe d'orgue. Bon, moi je veux bien là aussi, mais enfin je pense que l'orgue il sert aussi le dimanche. Alors je sais qu'ils sont assez subtils parce qu'il y a une location de cet orgue pour le moment des cours de musique et puis pour la messe. C'est vraiment des aménagements raisonnables acceptés par le Conseil d'État. Donc il ne faut pas croire qu'aujourd'hui on aurait une explosion d'aménagement. On a une suite continue qui jusqu'à maintenant ne gênait pas beaucoup, quelquefois fait la une de certains des journaux, mais était dans l'ordre des choses. Dernier aménagement raisonnable, et on a d'ailleurs des exemples et des contre-exemples, c'est la statue de Jean-Paul II dans une commune de Bretagne vers là-haut, qui dans un premier temps est acceptée par le Conseil d'État parce que c'est que Jean-Paul II. Et le Conseil d'État dit oui, mais Jean-Paul II c'est pas comme pape, c'est aussi un défenseur de la liberté internationale, c'est aussi quelqu'un qui a réveillé des peuples, donc on peut comprendre qu'une commune veuille exalter l'action de Jean-Paul II.
Bon, moi j'arrive mal à distinguer, mais bon. Alors, enhardi par cet encouragement, la commune a rajouté au-dessus de la statue une espèce de grande arc avec une croix. Rebelote, la libre pensée, fait un procès, et là elle le gagne. Parce que le Conseil d'État dit, non, là vous en rajoutez. Là, alors c'est vraiment catholique. Donc, ou vous enlevez l'arc avec la croix, ou vous enlevez tout, mais on ne peut pas garder ça. Donc, on voit bien comment on est dans la jésuistique, d'une certaine manière, en matière d'accommodement. Et au fond, toute règle mérite un accommodement, pourquoi pas dans la mesure où il est raisonnable. Est-ce qu'aujourd'hui, on dépasse le niveau moyen d'accommodement? Moi, je ne le crois pas, sauf qu'il porte sur d'autres objets. Et que notamment, lorsqu'il concerne la communauté musulmane, ça fait hurler. Et que là, on estime que c'est la laïcité qui est bafouée. Je ne pense pas qu'on soit dans une période où il y aurait un dévoiement de la laïcité du fait de ces initiatives. Je crois que sur ce sujet aussi, on peut faire un peu la part des choses. C'est-à-dire que c'est un peu la réponse que faisait Aristide Briand à Maurice Allard quand il revendiquait des mesures beaucoup plus draconiennes, d'interdiction. Bon, il passait tout, là, les fêtes religieuses, les soutanes, etc. Et en gros, Briand lui répond qu'il demande à l'État de faire ce que la libre pensée a toujours refusé, de considérer que l'État devait se substituer aux associations, aux individus. Et je crois que la question se pose de la même façon pour nous. C'est-à-dire que si les choses sont acceptables juridiquement, mais peuvent nous ennuyer parce que ça dérange nos habitudes, nos convictions, etc., il y a le militantisme pour faire avancer les choses. Et si par contre les choses sont intolérables, on a aussi la vocation à faire appel à l'État pour prendre des mesures pour sanctionner. Sur la durée, je crois qu'on voit bien que si au XXe siècle, la laïcité s'est progressivement imposée, c'est bien parce qu'à chaque fois, la loi de 1905 a été appliquée intelligemment, avec tous les accommodements qui faisaient que ça devenait finalement tout à fait acceptable. Et le pari qu'avait fait Jaurès en 1905, de dire qu'en donnant la liberté à tous, y compris à l'Église catholique, ça ne contribuerait pas à la renforcer pour combattre la République, ça permettrait au contraire à ce que ce soit les catholiques qui de l'intérieur fassent évoluer l'Église. Il a fallu un peu de temps, mais ce pari a été gagné. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt de cette façon-là qu'on peut faire progresser les choses que par la revendication sans arrêt de lois nouvelles